Ok, regardez ce graphique. On voit l'évolution de la vitesse moyenne du vainqueur du Tour de France sur les 112 éditions. Initialement, le rythme était plutôt lent, 20 à 30 km/h. Enfin, lent, moi j'aimerais bien avoir ces moyennes sur 5000 km, surtout avec leur vélo en carton à l'époque. Bref, on voit ensuite que la hausse de vitesse a été constante pour atteindre l'an dernier 43,7 km/h de moyenne sur l'ensemble des 3 semaines. Le record absolu. C'est plus élevé que les années Armstrong. Alors je vois venir, il n'y aurait qu'une seule explication, mais en réalité, on va voir que c'est en grande partie à cause de ces deux messieurs. Cette hausse de vitesse, c'est plutôt la conséquence de changements profonds dans l'organisation du Tour de France. Tout est fait pour rendre la course palpitante, grimper de nouveaux cols, affronter de nouveaux éléments, raccourcir les étapes. La compétition mythique se renouvelle constamment pour rester la course la plus populaire au monde. Depuis 10 ans, il n'est plus question de faire la sieste en regardant le Tour. Les organisateurs ont développé de nombreuses stratégies pour vous garder accroché, pour vous scotcher devant votre télé. Aujourd'hui, on va voir comment le Tour a changé sa géographie pour assurer le spectacle. J'ai compilé des gigas de données pour quantifier l'évolution de la compétition, pour montrer comment les étapes sont adaptées afin de rendre le Tour toujours plus divertissant, plus spectaculaire, et pour qu'il reste tout simplement la plus grande course au monde. Alors, première chose à analyser, c'est le tracé global. On peut comparer le tracé de cette année avec celui d'il y a 100 ans par exemple. Évidemment, ça saute aux yeux. À l'époque, on faisait bien un Tour de France, enfin un Tour de France hexagonal, avec même un peu de rab pour sortir de Paris. Mais je veux pousser l'analyse un peu plus loin en comparant le tracé moyen par décennie. Pour ça, je me sers de ce tableau de données produit par les décodeurs du journal Le Monde, et on va essayer de faire parler ça en passant par mon logiciel préféré, QGIS. Voilà, là par exemple, on voit combien de fois le Tour est passé dans chaque département. Ça, c'est pour les années 30. On voit bien ce tracé par la frontière, rien au centre de la France. Je vais faire ça pour chaque décennie et je vous rends ça un peu plus propre. Alors ne regardez pas tout d'un coup, ça fait beaucoup, on va découper en 3 périodes. Une première moitié de siècle où clairement on suit la frontière. Plus c'est rouge, plus le Tour est passé dans le département, jusqu'à 10 fois par décennie, donc chaque année en gros. Pendant longtemps, le tracé ne bougeait pas, on se posait pas trop de questions en fait. Puis il y a une seconde partie de siècle où le Tour arrive à aller un peu partout. Même si les Alpes, les Pyrénées et Paris restent toujours là. Mais on voit, il y a le Nord également qui revient souvent. J'ai l'impression de faire la météo, c'est pas mal. Et enfin, les années 2000, nouveau changement majeur, on a une surreprésentation de la montagne, alors qu'à l'origine, le Tour n'y passait pas, faut le rappeler. C'est une caractéristique qu'on détaillera juste après. Ce changement de tracé fait des perdants, les départements frontaliers ou maritimes, forcément, c'est plus difficile d'y amener le Tour, et aussi certains départements de la diagonale du vide, décidément, ils sont pas vernis. On voit là ceux qui ont été parcourus par moins de 10% des éditions du Tour. Sinon, la compétition n'est jamais allée dans les départements d'outre-mer et a fait un unique passage en Corse pour le centenaire. Mais comment ce changement de tracé a eu un impact sur le spectacle généré, jusqu'à très récemment ? Il faut se rendre compte que ça a été un changement fondamental. Les premiers tours avaient pour objectif de s'adresser essentiellement aux Français. C'était d'ailleurs pour promouvoir le journal L'Auto, ancêtre de l'Équipe. Ce Tour de France, littéral, nourrissait un grand récit. Premièrement national, dans une période où les frontières étaient mouvantes, et aussi un récit d'héroïsme. C'était des aventuriers qui partaient à l'aventure aux 4 coins de la France, à une époque où on ne bougeait que rarement de son département. C'était l'époque de formats de course un peu délirants dans toutes les disciplines, comme le Paris-Madrid automobile, lancé la même année que le Tour, et arrêté à la mi-course tellement il y avait de morts. Les cyclistes du Tour de l'époque étaient perçus comme des aventuriers, presque comme des explorateurs si on veut en rajouter un petit peu. Le Tour de France, c'était pas suivi à la télé, on découvrait le récit du parcours le lendemain, voire quelques jours plus tard dans le journal ou à la radio. On pouvait lire alors la difficulté des efforts, la lente progression à travers le territoire sur des routes difficiles non goudronnées. Les coureurs ne bénéficiaient pas d'assistance, ils devaient gérer leur nourriture, leur hydratation, leur repos solitaire. L'objectif de l'époque, c'était de tester l'endurance des coureurs dans un format extrême. On écrivait alors des reportages comme Albert Londres dans ses Forçats de la route en 1924. On peut constater ces différences avec l'évolution du taux d'abandon dans le Tour de France. Aujourd'hui, on ne dépasse plus les 25%. Ce n'est plus la même difficulté. Ça reste difficile, évidemment, mais d'une autre manière. Le cyclisme s'est professionnalisé. En fait, l'équivalent aujourd'hui, ça serait presque le Vendée Globe. L'important n'est pas de constater en direct les difficultés, mais de les ressentir dans un récit plus global. Au vélo, certains continuent à pratiquer ce type d'aventure, dédicace aux participants de la Race Cross France, ou de la Transcontinental Race notamment. Mais attention à la nostalgie mal placée. Les coureurs de l'époque étaient sous-payés, souvent blessés, bien moins accompagnés. Certains prenaient des amphétamines pour tenir, pas mal de magouilles dans tous les sens aussi. En 1930, c'est l'introduction du soutien d'équipe et la fin progressive de cette course à l'aventure. C'est le début des stratégies, le Tour acquiert une dimension plus collective, avec un impact phénoménal sur les vitesses moyennes. On ne roule plus exclusivement contre les autres,
mais avec et pour des coéquipiers, pour son leader. Les baroudeurs existent encore, mais sont en voie de disparition dans des courses de plus en plus verrouillées. Les organisateurs vont devoir trouver d'autres moyens pour rendre la course attractive. C'est un peu la débandade là quand même, hein. Sauf qu'il peut... Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Un maillot jaune. I'm gone. I'm dead. Si on reprend notre graphe, ce changement de mode de récit, d'une course d'endurance extrême individuelle à une course stratégique par équipe, ça a eu des conséquences concrètes sur les distances parcourues. Concrètement, le nombre total de kilomètres parcourus a drastiquement chuté. Fini les étapes sur plusieurs jours. Maintenant, à chaque journée son étape, cela permet de mieux raconter la course et de vendre des journaux plus souvent aussi d'ailleurs. Progressivement, on commence peu à peu à dessiner les courses pour leur dramaturgie potentielle. Alors qu'avant on tirait de grands traits entre deux villes en gros, à partir des années 30 et surtout après-guerre, on va chercher à créer des micro-événements pour rendre la course plus divertissante. Et le divertissement, il se trouve souvent en montagne. Je sais pas vous, mais récemment j'ai trouvé qu'il y avait bien plus d'ascension, que les organisateurs recherchaient des montées toujours plus délirantes ou des enchaînements toujours plus durs. L'an dernier, l'étape 18 du Tour entre Vif et Courchevel était considérée comme un monstre. 3 cols hors catégorie, 5800 mètres de dénivelé positif. J'ai voulu vérifier ça en regardant l'évolution par année du nombre et des types de cols parcourus. Alors, ça a été un peu plus difficile que prévu. Je trouve facilement les données pour 2016 à 2025 sur Wikipédia, mais pour 2015, 1er d'août, le tableau est incomplet. Et surtout, pas de données pour 2014. Je trouve pas d'autres grosses bases de données en ligne. On va devoir aller vérifier le profil des 113 tours étape par étape. Gros big up aux communautés de passionnés qui rassemblent ces informations. Je trouve le profil des cols sur le site d'ICO du Tour. Ça prend un peu de temps, mais je compte pour chaque année le type de col parcouru et j'arrive à faire mon graphique. On y voit l'évolution du nombre total de cols pour chaque édition. Il y a une première hausse dans les années 2000, mais c'est encore plus marqué dans les années 2020 où on atteint les 70 cols franchis sur l'ensemble des 3 semaines de compétition. C'est encore plus intéressant si on décompose en fonction des catégories de cols. Il y en a 5 différents, du plus facile au plus difficile, il y a même des hors-catégories. Alors il y a une légende urbaine qui dit que si une de chevaux pouvait monter en 4e, c'était un col de catégorie 4. Si elle pouvait seulement monter en première, c'était un col de catégorie 1. Si elle pouvait pas monter, c'était hors catégorie. Bon, c'est marrant, mais c'est pas ça. La catégorie dépend de la longueur de l'ascension et du pourcentage moyen de la pente au carré. Je vous mets un petit exemple à l'écran. Il y a ensuite un barème qui détermine le classement entre catégories et on ajuste si le col est à la fin d'une étape difficile par exemple. Voilà, on retourne sur notre graphique. Là, on voit l'évolution des cols faciles de catégorie 3 et 4. Et je vous charrie, moi je les monte pas en vélo électrique. Et cette seconde courbe, c'est pour les cols les plus difficiles. On voit une hausse globale, mais qui est bien plus importante pour les cols les plus durs. Ils ont augmenté 2 fois plus fort. 30% d'augmentation moyenne contre 16% pour les moins durs depuis début 2000. On atteint désormais régulièrement les 30 cols de catégorie 2, 1 ou hors catégorie. Le tour serait-il alors de plus en plus dur ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les organisateurs mettent de plus en plus de cols dans les jambes des participants. Mais alors, pourquoi les vitesses des coureurs augmentent ? Pour l'instant, ça semble carrément contradictoire. En creusant un peu, j'ai trouvé plusieurs sources d'explications. À partir des années 70, une autre standardisation se met en place. Elle n'est pas aussi évidente qu'avant-guerre où le tracé ne bougeait pas. Cette normalisation se retrouve plutôt dans la dramaturgie globale du Tour, son scénario pendant les 3 semaines. Pour chaque édition, 8 jours de plaine ou de course vallonnée, puis 3 jours dans les Pyrénées et 3 dans les Alpes, avec entre quelques étapes de transition. Cela permettait effectivement de parcourir la France sur la première semaine, de faire un petit tour en France. On donnait à manger aux sprinteurs et surtout, on ne pliait pas la course dès les premiers jours. Le problème de cette structure, c'est que les équipes pouvaient lire à l'avance quand attaquer et surtout où le tour allait se gagner. La Sky a porté cette approche à son paroxysme dans les années 2010. Les équipes pouvaient laisser la première semaine aux autres pour ne pas se fatiguer, ne pas fatiguer ses leaders, et se garder les étapes les plus dures, celles avec des arrivées au sommet. On contrôle, on garde le leader au chaud, et le jour le plus important, il donne le coup de grâce. Imparable. Depuis une dizaine d'années, les organisateurs tentent de rendre les courses moins lisibles. Il faut créer de l'incertitude, de la surprise, faire en sorte que rien ne soit joué à l'avance. C'est Thierry Gouvenou qui, depuis son arrivée en tant que directeur de course en 2014, cherche chaque année à déceler le col méconnu, le passage exposé qui pourra faire basculer le scénario. C'est notamment le cas sur les premières semaines avec l'arrivée des massifs intermédiaires, les Vosges, le Massif central, le Jura, tout ce qui n'est pas les Alpes et les Pyrénées en gros. En 2012, c'est l'arrivée de la planche des Belles Filles, un col de catégorie 1 qui se situe dans les Vosges dès la 7e étape. Il faut créer de la tension, de la vigilance, de la fatigue dès la première semaine. Le but, c'est de casser les stratégies et rendre télégéniques des passages hors des Alpes et des Pyrénées. On voit sur ce graphe l'évolution des cols classés 2, 1 ou hors catégorie en première semaine.
Il n'était jamais au-dessus de 4 avant 2007. On atteint désormais régulièrement les 6 ou 7 cols majeurs dans les 7 premières étapes. Alors sauf en 2025 où les difficultés étaient ailleurs, je vous en parle juste après. Les leaders doivent alors rester aux aguets en première semaine, voire même attaquer. Mécaniquement, cela donne moins de chances aux sprinteurs de s'exprimer, eux qui excellent sur le plat. Autre changement majeur, la chute des contre-la-montre sur le Tour de France. Le contre-la-montre, c'est un format où les coureurs passent chacun leur tour, seuls ou en équipe, sur un parcours défini et où il faut faire le meilleur temps. Et ces formats, ils ont posé problème. Prenons l'exemple de 2012. Cette année-là, l'Italien Nibali a failli remporter le Tour, mais il est arrivé avec 6 minutes de retard sur Bradley Wiggins. Il a perdu 2 minutes sur le contre-la-montre de Besançon, 3 minutes sur celui de Chartres, 11 secondes sur celui de Liège. 90% de son retard venait du contre-la-montre. Ce format aurait alors tous les torts. Il ne serait pas assez spectaculaire et surtout, il pourrait décider à lui seul du sort de la course. Allez, vous reprendrez bien un petit graphique. On voit ici la baisse historique du nombre de contre-la-montre sur le Tour. C'est encore plus parlant si j'affiche le nombre total de kilomètres de contre-la-montre sur chaque édition du Tour. Les distances ont été divisées par 5 ou 7 en fonction des années de référence que l'on prend. En 2020, il n'y a eu qu'un seul chrono, et c'était en haut de la planche des belles filles. Alors oui, c'était un chrono mémorable, mais taillé pour les leaders, pas pour les spécialistes. Selon les organisateurs, ces spécialistes justement, ils sont si forts en chrono que s'il y avait 50 à 60 km de plat aujourd'hui, ça serait impossible pour les autres de rattraper leur retard, même dans la montagne. Donc on vient de voir les 2 principaux changements récents. Une montagne qui arrive plus tôt dans la compétition et une baisse de l'influence des contre-la-montre. On commence à voir quelques tensions qui peuvent apparaître. Les spécialistes du sprint ou des chronos ne sont pas forcément ravis. Mais il existe d'autres changements un peu plus subtils, et pour les comprendre, on va devoir regarder plus précisément le déroulé des étapes. D'abord, une petite question pour vous qui a son importance. À votre avis, depuis quand le tour est retransmis en intégralité ? C'est-à-dire, on peut voir toutes les étapes en entière. À une époque, on l'a vu, on lisait le résultat dans la presse, puis à la radio. Le récit à raconter portait surtout sur l'ensemble de l'étape, voire de la compétition. Avec l'arrivée de la télé, on avait la fin des étapes, quelques passages en montagne. C'était alors le début des arrivées au sommet, en 1952, très télégénique. Mais diffuser les 4 à 5 heures d'étape n'était pas imaginable. Au début des années 2000, seules les étapes de montagne sont diffusées en intégralité. Mais progressivement, le temps d'antenne va augmenter. Si bien qu'en 2017, il n'y a pas si longtemps en fait, toutes les étapes sont diffusées en intégralité. Quand une étape est diffusée du kilomètre 0 à l'arrivée, une longue procession contrôlée devient un problème de télévision. Il faut donc créer des événements avant les 20 derniers kilomètres. Les organisateurs disposent de quelques cartes pour augmenter le spectacle en journée. La première, les sprints intermédiaires. Ils existent depuis 1966, avant on appelait ça les points chauds. Ce sont des checkpoints, des points de contrôle, positionnés au cœur des courses qui donnent des points pour décrocher le maillot vert, un maillot convoité par les sprinters. En 2011, on donne une plus grande importance à ces sprints intermédiaires afin de créer de l'intérêt au milieu de la course sur les étapes de plaine. Les équipes de sprinters doivent arriver en tête à ces points de contrôle. Ils ne doivent pas laisser les échappés, ceux qui partent à l'avant, remporter ces précieux points. Deuxième possibilité, donner des secondes bonus, les bonifications. Depuis 2018, des bonifications de temps sont distribuées sur des sprints ou sur certains cols. Ces secondes données poussent également à attaquer constamment. Troisième carte qu'on retourne, le patrimoine. Ok, on sort un peu du sportif, mais il y aurait 2/3 des Français qui regarderaient le Tour juste pour les paysages ou les monuments. Du coup, les organisateurs préenregistrent de belles images de châteaux, d'églises et de forêts pour dynamiser la diffusion. Ils l'ont transformé en distillerie, Voilà. Ils ont fait la vraie chartreuse. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont gardé... Alors un autre moyen qui n'existe plus, mais ça m'a fait rire, avoir 2 étapes le même jour. Les arrivées, c'est ce qu'il y a de plus important à voir. Si on en met 2 le même jour, c'est gagné. On appelait ça des demi-étapes avant leur arrêt en 91. 5e moyen très important, rendre la course plus difficile, mais sans miser sur la montagne. Secteurs non goudronnés, comme des pavés ou des chemins blancs. Une nouvelle fois, cela crée de l'incertitude et casse les stratégies. On peut aussi prévoir des tracés pour exposer au vent le peloton et créer des cassures, des bordures, rendre la course plus folle. Bon, et tout bêtement, si les étapes sont trop longues, il suffit juste de les raccourcir. Dès 2011, une étape entre Modane et l'Alpe d'Huez commence directement par une ascension pour un total de seulement 109 km. Et attaque de Pierre Roland qui lâche, excusez-moi, Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. La longueur moyenne des étapes du Tour ne fait que diminuer. On condense, on augmente alors le spectacle. Une étude a montré qu'il existe une claire corrélation entre la distance parcourue et la vitesse moyenne des participants. C'est une caractéristique qui fait débat, toute proportion gardée. C'est comme si vous aviez l'habitude de faire un marathon et que vous couriez sur 10 Et km. ça, c'est un monastère absolument extraordinaire, un des plus extraordinaires qui soit. Il a été Ok, merci, mais pour le reste de la vidéo, on va se concentrer sur le sportif.
Pour illustrer ces aspects, on peut regarder le Tour 2025. Il n'avait pas de col majeur en première semaine, et pourtant les équipes redoutaient pas mal ces premiers jours. Enchaînement de 3 radars en 30 km sur l'étape 2, route très étroite pour casser les sprints. Dès la première semaine, les favoris s'attaquent, Paris réussit. Sinon, il y avait aussi pas mal de routes exposées au vent, presque dommage de ne pas avoir mis des secteurs pavés aussi. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que les cols hors catégorie qui sont utilisés pour rendre les courses plus intenses et télégéniques. Si on se met dans la tête des organisateurs, il y a une multitude de paramètres à intégrer dans le tracé du Tour de France. Il faut du grand spectacle pour satisfaire les téléspectateurs, mais pas trop, sinon certains coureurs, trop forts, risquent de plier le suspense. Il faut créer de l'incertitude sur toutes les étapes, mais pas trop non plus pour ne pas se mettre à dos les sprinteurs. Et désormais, il faut aussi passer par certaines villes qui payent des millions pour accueillir le Tour. Tout ça en se faisant aux nouveaux aménagements urbains qui rendent parfois complexe l'entrée dans les villes. Tous ces changements ont participé à accroître l'intensité et l'incertitude du spectacle du Tour de France, et au final, la vitesse des coureurs a augmenté. Mais ça serait mentir de dire que c'est uniquement le tracé global et le dessin des étapes qui a impacté la vitesse des cyclistes. Il y a évidemment le matériel, qui n'a rien à voir avec celui du siècle dernier, et même celui d'il y a quelques décennies avec la démocratisation du carbone. Les équipes sont aussi bien plus fortes dans l'aérodynamisme de leurs coureurs. D'un point de vue physiologique, il y a eu des progrès assez monumentaux dans la musculation ou dans la nutrition. Les coureurs peuvent ingérer 5 à 6 fois plus de glucides par heure aujourd'hui qu'il y a 10 ans. On mesure aussi les watts produits en direct. Avec les oreillettes, on informe les coureurs de leur état de forme, de la stratégie à adopter, etc. Très bien, le grand, c'est très bien. Tu gères comme un chef, hein. Tu gères comme un chef. Les sponsors et les moyens dans le cyclisme sont de plus en plus gros, et les attentes aussi forcément. Mais je voudrais pas aller dans le c'était mieux avant. Dans les années 2010, les cours étaient cadenassés par la Sky. Début 2000, 7 tours sont perdus pour dopage. Dans les années 90, c'est la domination d'Indurain dans le contre-la-montre, et c'était Merckx dans les années 70, à une époque où les GPS, le suivi des watts, les oreillettes n'étaient pas utilisés. Aujourd'hui, on a un super athlète qui domine, qui arrive à contrecarrer les pièges tendus par les organisateurs. Jusqu'à preuve du contraire, il le fait en suivant les règles. Donc profitons du spectacle, profitons de cette course car des millions de personnes nous l'envient, cet événement gratuit qui passe régulièrement près de chez nous et qui ne manque pas d'idées pour se renouveler afin de rester une des plus grandes compétitions sportives au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à booster depuis vos portables. Il y a un Discord aussi que vous pouvez rejoindre pour parler de cyclisme, aussi de plein d'autres sports. Moi, il faut que j'aille éteindre ma caméra parce qu'elle est en train de surchauffer. Et moi, je vous dis à la prochaine.